Voilà. Alors, je suis venu aujourd'hui pour un peu t'interroger sur tes souvenirs de la période limousaine et des institutions qui ont été mises en place à Limoges, des adresses principales, des lieux principaux à Limoges durant la guerre et des activités diverses, dont notamment entre autres celle du Ramadeuil, mais je suppose qu'il y en a eu bien d'autres encore et d'autres personnalités. Il y a peu de souvenirs qui sont extérieurs, étrangers à la vie de l'institution qu'avait créée le rabbin Deutsch à Limoges et que je continue à considérer comme étant une initiative qui est caractéristique de ce qu'on appelle de manière un peu satirique et la chutzpah juive, de créer une école secondaire juive en pleine occupation allemande, avec un programme commun à la fois aux autorités d'occupation et aux autorités gouvernementales françaises, le gouvernement de Pétain et Laval, et qui consistait à anéantir tout ce qu'il y a de juif dans le monde, en commençant par l'Europe. Eh bien, c'était une preuve à la fois de courage, de confiance en l'avenir, de préparation des lendemains qui serait une espèce de renouveau du judaïsme dont Deutsch était passionné et qu'il a réalisé en dépit de l'occupation. Il pensait à tout ça déjà avant l'occupation. C'était une initiative du rabbin Deutsch, lui personnellement, ou d'autres personnes? Personnellement. Et il a recherché des appuis, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas non plus de soutien chez les autorités. Les autorités n'étaient pas forcément prêtes à participer à un avenir juif après la guerre. Or, lui, il voulait préparer des juifs beaucoup plus ouverts à la culture traditionnelle juive, ce qui était en voie de disparition en France à cette époque-là. Et lorsqu'il a recherché des possibilités matérielles de créer cette école, il l'a créée d'ailleurs avec des moyens de fortune, la plupart du temps. Et ce qui l'a soutenu, c'est le fait qu'il y a eu des enseignants très misérablement payés et quelques élèves dont les familles ont fait confiance au rabbin Deutsch et qui ont peuplé finalement et fait fonctionner cet établissement. En quelle année s'est créée cette école? Alors ça c'était... L'école a été ouverte en 1942, à la rentrée des classes de l'année 1942, c'est-à-dire déjà après 2 mois d'occupation. Et alors il a été finalement aidé par le séminaire israélite de France, l'école rabbinique, dont le siège était à Paris, mais qui, du fait de l'occupation, était replié à Clermont-Ferrand, et dont l'autorité principale était le grand rabbin Maurice Libert, qui était le directeur du séminaire israélite. Et cette institution qui dépendait du consistoire des Israélites de France, le consistoire central des Israélites de France, a considéré l'établissement créé par Deutsch comme étant une école préparatoire au séminaire israélite. C'est ce qu'on appelle le PSIL? Le PSIL, Petit Séminaire Israélite de Limoges.
j'ai été recruté en ce qui me concerne, j'habitais à l'époque à Lyon, j'ai été recruté par un rabbin originaire de Strasbourg, replié à Saint-Étienne à l'époque, qui s'appelle Sami Klein, Zichrono Livracha, qui n'a pas survécu à la guerre parce qu'il a été assassiné par des miliciens alors, en 1944, alors qu'il gagnait un maquis, il s'orientait vers un maquis, et qui a entièrement soutenu le projet de Deutsch, et lui-même était vraiment d'une culture juive qui était exceptionnelle en France. Il avait, après ses études rabbiniques au séminaire à Paris, il avait, avant la guerre bien entendu, il avait poursuivi ses études dans une yeshiva en Lituanie, et c'était une source qui était bien supérieure au point de vue du niveau de ses études sous ce qu'on pouvait trouver en France, et il a apporté cela à ce qui restait du judaïsme en France. Et c'est ainsi que j'ai passé donc 2 années de scolarité incomplète d'ailleurs. Elle a été interrompue par l'arrestation du rabbin Deutsch à la veille de Pessah 1944. Et mes souvenirs sont liés essentiellement à cela. Parce que j'avais encore une occupation de plus que celle de mes études au petit séminaire israélite de Limoges. C'était mon activité dans le réseau clandestin des éclaireurs israélites de France pour cacher des enfants qui étaient poursuivis par les arrestations, effectuées d'ailleurs par la police et la gendarmerie française, comme c'était le cas dans l'ensemble de la France, mais en particulier en zone dite libre, mais qui était la zone non occupée. On l'appelait d'ailleurs dans notre jargon de l'époque, dans notre jargon de clandestin, la zone nono. Et ça fait partie vraiment des souvenirs que j'ai de cette époque. Alors, j'ai pas eu de vrai contact avec la communauté ou avec d'autres institutions juives à Limoges, et parce que j'étais à la fois dans les deux mondes, celui de l'étude et celui du sauvetage des enfants. Et j'étais convoyeur d'enfants c'était tout un réseau qui était constitué pour soit cacher les enfants dans des institutions ou des familles non juives, l'un et l'autre, qui acceptaient de prendre le risque de les recueillir chez eux et de les cacher, avec des fausses identités bien entendu, ou bien leur faire passer la frontière suisse par exemple, et la frontière espagnole. On faisait passer d'ailleurs la frontière essentiellement à ceux qui avaient un problème particulier. Il y avait 2 catégories de problèmes particuliers. L'un, c'était la santé. Les enfants incontinents, on ne les plaçait pas. On les a fait passer en Suisse. Et les enfants qui avaient grandi dans des familles qu'on aurait appelées aujourd'hui, l'expression n'était pas utilisée à l'époque, des Haredim, qui donc ne pouvaient pas assumer une identité non juive, et cela non plus, on ne les plaçait pas, et on leur faisait passer la frontière. Moi personnellement, je n'ai pas été mêlé au passage clandestin de frontières. Où se trouvait le PSIL à Limoges?
Je sais pas, je sais qu'il y avait un internat à l'impasse Casimir Rançon. Aujourd'hui, c'est devenu une rue. Limoges s'est beaucoup développé par rapport à ce qu'elle était sous l'occupation, la Limoges urbaine. Et le style était... ma mémoire n'a pas conservé le souvenir. C'était aussi bien l'internat, où il n'y avait pas l'eau courante, où il y avait, enfin, qui était très primitif. C'était une masure, il fallait casser la glace à la pompe qui se trouvait dans la cour pour faire sa toilette le matin. En hiver, l'école elle-même était aussi localisée à un endroit très très primitif. Mais, étant donné que j'étais déjà titulaire du baccalauréat, avec 4 de mes camarades qui eux aussi étaient post-baccalauréat, nous constituions une classe particulière du PSIL, qui était une école secondaire, n'est-ce pas, une classe particulière qui recevait ses cours dans le bureau du rabbin Deutsch, boulevard Gambetta. Et ça, j'en ai parfaitement le souvenir. En 2004, j'ai effectué un voyage de ce qu'on appelle de racines avec mes enfants, et on a fait une station à Limoges, bien entendu, et nous avons et un album de photos et un film qui a été réalisé par mon fils aîné pendant même ce voyage de recherche des racines pour les enfants. On a filmé, mon fils a filmé l'immeuble du boulevard Gambetta où se déroulaient les cours du PSIL pour les quatre titulaires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, les 4 étudiants aînés du PSIL qui donc se rencontraient pour leurs études dans le bureau du rabbin Deutsch, et un seul d'entre eux est devenu rabbin. Qui était-il? Il a fait une carrière extrêmement brillante. C'était le grand rabbin, c'est celui qui est devenu le grand rabbin Max Warszawski, qui n'est pas loin de tes connaissances préférées. Et les autres qui étaient? Et les autres étaient Théo Dreyfus et Jean-Paul Bader. Voilà, c'était non pas ce trio, mais ce quatuor qui constituait la classe des aînés du PSIL. Alors ce bureau était un lieu absolument extraordinaire. C'était une très vaste pièce dans un immeuble bourgeois dont il était locataire, le rabbin Deutsch. Et il y avait là-bas, c'était à la fois son bureau avec le secrétariat de ce bureau. Il avait une personne qui était bénévole et qui s'occupait avec un acharnement et un attachement qui ne connaissait pas de relâche, et recevait toutes sortes de juifs qui venaient solliciter. C'était vraiment un centre de la résistance juive à Limoges. Un jour, je me souviens que ce bureau, qui était donc la salle d'études et où il enseignait quand il fallait qu'il intervienne pour une sollicitation d'un juif en détresse qui venait, il s'interrompait le moment qu'il fallait, mais il reprenait le cours ensuite. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a étudié. On a appris par cœur, par exemple, des chapitres entiers du prophète Isaïe, de Yeshayahu Hanavi, de Yirmiyahu Hanavi également. Et
j'ai des souvenirs là-dessus qui sont ineffaçables. C'est lui qui enseignait ou il y avait d'autres? C'est lui qui enseignait, il était le seul à enseigner. Il enseignait et le Tanakh et la Gemara. J'étais un total débutant en Gemara à cette époque-là. Il avait recueilli dans son appartement un réfugié d'Europe orientale qui était un érudit de la Gemara et qui étudiait seul. Il avait une toute petite pièce dans l'appartement et il étudiait là-bas. Il ne pouvait pas enseigner parce qu'il ne savait que le yiddish. Et il s'appelait comment? Il y a encore 10 ans, je me souviens de son nom, mais depuis je l'ai oublié, je ne sais plus. Oui. Il a survécu à l'occupation. Il n'a pas été arrêté en même temps que le rabbin Deutsch. Il était pratiquement inconnu du voisinage et de la police. Et le rabbin Deutsch ne pouvait pas être inconnu. Et vraiment, son bureau était un véritable centre de la résistance. Un jour, il y a eu un mariage clandestin, un mariage Choupa Kiddushin. Et il a utilisé 2 de ses élèves comme témoins du mariage. Et j'étais l'un des 2. Il y avait d'autres épisodes qui se sont déroulés dans ce bureau. Je n'en ai pas un souvenir assez précis pour pouvoir le raconter. Ça se limite à peu près à ça, mes souvenirs de Limoges. Enfin, non, il y avait un épisode qui s'est déroulé à Montintin, qui était une maison de Lauzet, située à une trentaine de kilomètres de Limoges, je ne me rappelle plus exactement. Et il y avait là-bas un éducateur-chef de cette maison d'enfants qui était géré par Lauzet, l'œuvre de secours aux enfants. Il s'appelait Émeric Fizer. Il était d'origine hongroise. Il savait parfaitement le français d'ailleurs. Il enseignait la philosophie. Il était professeur de philosophie. J'ai retrouvé une photo de lui il n'y a pas longtemps dans les papiers de mon beau-père. Oui, j'ai un souvenir très précis de lui. J'ai suivi ses cours de philosophie à Montintin et j'ai une estime et un respect qui fait qu'il est l'un des rares enseignants dont j'ai gardé le souvenir du nom, de l'identité pendant ces années-là, ces années d'occupation. Et nous étions d'ailleurs tous les 4, quand il y avait une session à laquelle on participait à Montintin avec Émeric Fizer, on suivait les cours d'Émeric Fizer, il y avait Jean-Paul Bader, il y avait Théo Dreyfus, il y avait Max Warszawski, et il y avait moi-même. Nous avons partagé ensemble un respect très intense de Émeric Fizer. Je suppose qu'avant la guerre, la communauté de Limoges ne représentait pas une grosse communauté. Et pendant la guerre, elle est devenue une communauté relativement importante du fait des événements. Où est-ce qu'elle était la communauté, la synagogue, le système J'ai pas de souvenir précis. J'ai pendant assez longtemps gardé le nom de la rue où se trouvait cette synagogue. J'en ai gardé quelques vagues images dans ma mémoire. Mais je n'ai pas fréquenté Limoges après la guerre. Et j'y étais 1 ou 2 fois seulement. Je me souviens par contre ce souvenir vient de surgir à l'instant de nouveau, d'un restaurant tenu par une famille qui appartient aussi à l'histoire de l'après-guerre dans des conditions très très tragiques. C'était un restaurant
qui était gérée par une famille, la famille Sandler. Et nous y avons assez souvent consommé. C'était lié à la gestion de l'internat dont nous faisions partie. Et je crois qu'il n'est pas, c'est pas mon rôle de raconter les souvenirs de la famille Sandler qui sont postérieurs à cette période de Limoges, mais ça a été également un centre dans lequel se rencontraient des juifs de passage et des juifs qui résidaient de manière passagère à Limoges. Et notamment donc les élèves du PSIL. Il y avait une autre institution dont je garde un peu le souvenir, c'était une maison d'enfants de Lausée également, et qui était réservée à des jeunes filles, et qui était sous la direction d'une famille de famille originaire d'Alsace, qui était d'ailleurs en parenté avec le rabbin Deutsch. Je crois que la directrice était la sœur du rabbin Deutsch. Et la famille, peut-être tu m'aideras à retrouver le nom de famille. Lévy. Oui, il s'agissait d'un monsieur Lévy qui était huissier de sa profession et qui avait exercé son ministère d'huissier à Colmar. Il était originaire donc de Colmar, évacué lors de l'évacuation de l'Alsace, de l'Alsace frontalière, de toute sa population, dans un des départements du Limousin, donc à Limoges. La rue où il y avait ce restaurant, c'était la rue Gaillol, non? Oui. C'est ça. C'était une rue adjacente à une rue commerçante qui était en pente raide au centre même de Limoges. C'était un petit coin de vieille ville de Limoges. Durant la guerre, il y a eu des calendriers qui ont été publiés. Oui, Grunewald. Les calendriers Grunewald. Oui. Alors, j'ai les calendriers de la période de la guerre et j'étais toujours surpris qu'il y avait la liste des Mohalim dedans et la liste des rabbins avec leur adresse. Oui. Dans le contexte, ça peut paraître un peu surprenant avec le recul. Le premier réflexe des Juifs, de l'ensemble des Juifs, pendant l'occupation, et en particulier pendant les 2 premières années de l'occupation, c'était de se soumettre strictement aux lois et aux règlements, y compris quand il s'agissait de lois et de règlements qui portaient atteinte à la pleine liberté des Juifs, à ses droits, aux droits des citoyens. Par exemple, quand on les convoquait pour faire apposer un cachet juif sur leur carte d'identité et sur leur titre d'alimentation, ils s'y rendaient. Et ils ne faisaient rien de clandestin, parce que ils étaient des Juifs qui avaient grandi et qui avaient vécu sous le régime républicain, qu'ils considéraient comme étant le meilleur régime possible pour assurer la liberté de culte privée et publique aux Juifs, et ils pensaient que quand on est en règle, on ne risque rien. Ce qui les aurait mis en danger, c'est de ne pas se faire déclarer comme juif, de ne pas faire apposer le cachet
ou bien quand on habitait en zone occupée, le nord et l'ouest de la France, dans lequel j'ai pas mis les pieds pendant toute l'occupation. Je peux pas avoir de souvenir de cette zone occupée. Mais je la connais un petit peu comme historien. Et là-bas, on portait l'étoile jaune depuis le 7 juin 1942. Eh bien, les Juifs sont allés se faire acheter, il fallait la payer par-dessus le marché. Acheter l'étoile jaune, il fallait donner même un ticket de textile. Les textiles étaient aussi contingentés, rationnés. Et on avait des tickets, comme il y avait des tickets d'alimentation, il y avait des tickets de textile pour s'habiller, pour acheter une chemise ou un pantalon, enfin, ou une robe. Bref, il fallait aussi payer un ticket de textile pour l'étoile jaune. Mais les Juifs y sont allés, la plupart. Ceux qui ont été rebelles aux règlements et aux lois discriminatoires sont une minorité qu'on peut à peine évaluer dans sa quantité. On n'a pas de données quantitatives. On suppose que ça n'a pas dépassé 5%. Les Juifs ont été convaincus, en tout cas pendant les 2 premières années de l'occupation, où il n'y a pas eu d'arrestation massive, il y a eu parfois une arrestation occasionnelle pour n'importe quelle suspicion, comme ça arrive avec des gens qui ne sont pas discriminés d'ailleurs. Mais les 2 premières années de l'occupation, le danger n'était pas visible. Si on était fonctionnaire, on avait été discriminé, on était chassé de son métier, il fallait arriver à se débrouiller, à vivre autrement, trouver un autre travail, mais ça ne mettait pas en danger, d'être arrêté, ou on n'y pensait pas, ça n'existait pas. Oui. Comment se déroulait la vie juive de ce que tu connais à Limoges, parce que la vie juive c'est beaucoup d'éléments, c'est Brit Mila, c'est Kashrut, c'est comment on se procurait, y avait-il de la viande cachère à cette époque-là? Il y avait. À Limoges, il y avait. Je suis mieux renseigné sur ce qui se passait à Lyon, où résidait ma mère, et ma résidence permanente était donc à Lyon. J'étais interne à Limoges. Mais pendant les 2 années où j'étais interne à Limoges, j'y passais le plus clair de mon temps, c'est évident. Mais quand je quittais Limoges, c'était soit pour effectuer un convoi d'enfants, alors ma résidence était en SNCF, dans les trains de nuit d'ailleurs. Et quelquefois une visite de vacances au domicile de ma mère, où j'étais, ma carte d'identité portait comme adresse notre adresse à Limoges. Pardon, notre adresse familiale à Lyon. Et je suis mieux renseigné sur la vie de la communauté à Lyon, sur ce qui se passait à la synagogue, sur les personnalités de la communauté, sur la cacheroute, sur le cimetière, enfin bref, tout cela, mais je l'ignorais à Limoges. La communauté donc a été transférée à la veille de la guerre à Limoges, comme la population d'Alsace a été évacuée à l'époque, et s'est reconstituée en quelque sorte la communauté pour celle de Strasbourg du côté de Limoges-Périgueux. Il s'avère que la direction des cultes a continué à donner les salaires à ceux qui étaient fonctionnaires d'État en Alsace, donc les rabbins et les chazanim. C'est pas un petit peu surprenant, ou alors c'était une initiative tout à fait individuelle du responsable des cultes? Mais oui, c'est quelqu'un qui a reçu qui a protégé les Juifs de manière
qu'il a mis en danger aussi, c'est-à-dire bien au-delà du maintien des rétributions qui étaient dues à des fonctionnaires du culte selon les lois en vigueur en Alsace. Il s'agit de Camille Ernst, qui était donc avec rang de préfet, le directeur des cultes, qui résidait lui-même dans le département de la Haute-Vienne, non loin de Limoges, et qui a protégé tous les bénéficiaires du statut de fonctionnaire du culte en Alsace, qui était replié donc en zone sud, en zone non occupée, la fameuse zone nono. Et il a bénéficié de la distinction de juste parmi les nations. Et Charles Altorfer? Charles Altorfer? Oui, j'ai confondu maintenant le nom de Camille Ernst. Ah, c'est Charles Altorfer. Et Charles Altorfer. Voilà, c'est les pièges d'une mémoire vieillissante. Il s'agit bien entendu de Charles Altorfer, qui d'ailleurs a exercé aussi la fonction, après la guerre, la fonction de maire. Sa carrière politique est postérieure à la guerre. Oui, bon, c'est un petit peu à l'origine d'une démarche de notre site internet qu'il a eu finalement la médaille des justes, Charles Altorfer. Oui. Qui faisait à Limoges pendant la guerre des mariages, des brit milah, les enterrements? Deutsch. Deutsch faisait tout. Il n'y avait pas d'autres gens d'équipe. Je ne suis pas informé sur ce point. Je n'ai pas l'impression. Je pense que c'était Deutsch. Deutsch a été une personnalité de caractère exceptionnel, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a été le cas avant la guerre, pendant la guerre de manière éclatante, avec des épisodes dramatiques, et il a échappé à tous les dangers. Il a donc été arrêté à 2 reprises. Et la deuxième arrestation était la deuxième arrestation a pris fin lors d'un épisode militaire initié par la résistance en Haute-Vienne, à laquelle dont il a pu bénéficier, mais sans y avoir en quelque sorte connu les tenants et les aboutissants. Il ne faisait pas partie de ce réseau de résistance, et lequel a opéré pour faire échec aux opérations qui provenaient soit des autorités françaises, soit telles que la police, la gendarmerie ou la milice, mais également des occupants. Et aussi, et bien entendu, dans toute la carrière éclatante qu'il a eue après la guerre pour participer de manière vraiment pionnière à une renaissance et un renouveau du judaïsme. La passion de Deutsch, c'était l'éducation et l'enseignement. Et il l'a appliqué au long de toute sa carrière de manière prioritaire. La grande œuvre de Deutsch à Strasbourg, ça n'a pas été ce qu'il a fait au cimetière ou pour assurer la cache-route, c'était la fondation de l'école Akiba. Et qui vraiment
est un symbole qui caractérise quelles étaient ses priorités en tant que dirigeant juif. Quel autre souvenir aurais-tu encore relatif à Limoges ou la région de Limoges Je crois que j'ai fait le tour de mes souvenirs et pour le moment ma mémoire est rétive. J'en suis assez contrarié, mais enfin, Ok. les années passent.